Bonjour, 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 beauté, beauté, bonjour, beauté. Encore une fois, là, les Konapino mettre tout le monde. Naël Soussou Komeka pour partager, pour échanger la vie. Cette fois-ci, nous avons mis le problème de la politique. Nous avons toujours un très bon roi bouquet de la politique. Nous avons été à la politique. Nous avons mis la politique. Nous avons mis mingi. Quoi, nous avons fait un fait social. Nous tout ça dans actuellement dans le monde par rapport à Makabo, tout ça, Kanisaka Kala. Kala, tout ça, Kolobela Batouazaki na poto, Oibsa Bango, et bien nous vous a bien, ils sont en Afrique, nous a passé. Et nous répondait, poto ils a passé. Mais en tout cas, on ne croyait pas. Ça, franchement, on ne croyait pas. On disait, c'était une façon de nous distraire. On va dire que les passé, il y a des conditions pour certes, il y a des conditions sociales qui font une certaine différence entre l'Europe et l'Afrique. Mais du moins, pour nous, l'Europe était considérée comme un paradis. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. L'Europe facilite les œuvres et l'Europe est dans la difficulté. Je crains que tout ça échange. Mais biso mususu koya na biso aweza par rapport à l'être barakaka pour la vie sociale du moment où sans pourtant être un peu orgueilleux la vie sociale il y a des belé balongwa bayaka koyo na cadre ya exil ça n'a qu'à bien. Je suis en train d'écrire un livre par rapport à parcours nanga. Je pense qu'il y a un parce que j'ai épinglé une histoire il y a vieux Kengo Adondo. Vieux Kengo Adondo aussi à Salaki exil. En période où on vit à Salaki exilé. Maintenant, on peut se permettre de se poser une question. Est-ce vieux Kengo avec une vie sociale à côté de l'exil? Je ne pense pas. Parce que tu auras toujours que vieux Kengo Adondo a dirigé un poste mingi et puis il a une responsabilité. Peut-être poste où il a dirigé, ils ont la présidente de la République. Mais en tout cas, le poste non soviétique qui a dirigé la RDC. Et vieux Kengo Mbongo avait écouté le via l'argent. Parce qu'il a commencé à travailler très très jeune. Nous avons commencé à travailler très très jeune. À telle enseigne qui est orphelin de père et de mère. Nous avons été secourus par... j'ai été secouru par mon oncle, que je salue d'ailleurs, Raphaël Makakilibaza, qui m'a encadré parce que j'allais abandonner les études, compte tenu du fait que mon père n'avait plus de moyens. Il a aussi venir dans les études. Lui est venu me prendre à Taïsingaï et il m'a aidé dans un diplôme d'État. Et c'est ce qui avait permis à ce que, à côté de la vie universitaire aussi, je voudrais aussi rendre un grand hommage. D'ailleurs, même dans mes livres, dans mon livre, j'ai marqué ces passages. Et j'ai aussi rendu hommage à M. Maurice Foutimonko, nommé à son âme, qui m'ont aidé. Et puis voilà. Donc, j'ai fini mes études dans des conditions très, très difficiles. Et jusqu'à devenir un avocat universitaire, parce que quand je disais à tout le monde qu'il y a un diplôme d'État, quand je disais à tout le monde qu'il y a un gradué en Angaï, personne ne me croyait parce qu'il croyait que je suis resté à Kinshasa pour faire des bêtises. Or, moi, c'était à ce moment-là que vous savez c'est ainsi que j'ai toujours dit aux jeunes, surtout aux orphelins, vous devrez être 3 fois, 4 fois, 5 fois sérieux. Parce que vous n'avez pas de parents où vous intervenir s'il y a un problème. Quand vous allez gagner un problème, vous serez seul. Raison pour laquelle je vous ai toujours dit, les orphelins comme moi, il faut vous battre. Vous devez vous battre. Battez-vous de manière à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, réussir. Parce que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer, n'est-ce pas, vos réussites demain. Vous êtes des orphelins comme moi. Vous n'avez personne qui peut venir en rescousse à leur personne. Moi, je pense qu'il faut être sérieux. Il ne faut pas suivre les garçons, les filles, les enfants dont
leurs parents sont encore en vie. Et vers 5 h du matin, 6 h, le papa et la maman se mettent ensemble pour parler de leur enfant. Il va manger quoi à 12 h, il va manger quoi à 7 h, il va manger quoi le soir. Ça, ils ont la chance. En tout cas, nous autres, nous n'en avons pas eu. Donc, nous étions nous-mêmes papa, nous-mêmes maman, nous-mêmes enfants. Vous ne partez pas à l'école, il n'y a personne qui va vous poser la question pourquoi tu n'es pas parti à l'école. C'est ainsi que j'ai dit aujourd'hui à mes enfants, attention. Quand je t'accompagne à l'école, c'est une formalité parce que je suis obligé, surtout en Europe ici, vous êtes obligé d'aller déposer l'enfant, obligé d'aller récupérer l'enfant. Donc je suis devenu comme un Daisy, comme un nounou, papa nounou. En Afrique, on s'en fout, hein, il partait seul, mais bien qu'on regardait quand même quand il partait à l'école, mais en tout cas, nous autres, nous n'avons pas eu cette chance. Papa ne connaissait même pas mon école. Il ne connaissait pas. Je ne sais pas si papa pouvait même se rendre compte qu'un jour, bon, s'il était encore vivant, qu'il me dise qu'une fois j'ai même rencontré votre directeur. Jamais de la vie. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons toujours demandé aux enfants qui ont leurs parents en vie de vous accrocher, de profiter. Parce que moi, si mes parents étaient vivants et qu'ils ont vraiment subvenu à mes études universitaires, je pense, en tout cas je pense que je peux me taper la poitrine pour dire que je devais avoir 10 diplômes. Fort malheureusement, j'ai l'ITC. Donc pour dire, ceux qui viennent en Europe, ce n'est pas tellement les gens qui veulent venir chercher la vie. Parce que nous autres, nous en avons eu. Donc au poteau, ils en ont la réalité. Dans de communauté, on va remarquer qu'ils ont la réalité. J'ai toujours dit que Vékin Wadondo n'est pas venu chercher la vie ici. Il en avait une. Moi non plus, et puis beaucoup d'entre nous, je peux peut-être citer beaucoup, hein, que je connaissais déjà qui avait des moyens. Je prends Claudel Loubaya, je prends Claudel Loubaya, je prends Viena Bissot, Franck Diongo, je prends vieux Jean-Claude Vouemba, ils sont nombreux, même je n'avais pas équipé, Viena Bissot qui nous tapait à Zahawa. Donc, ces gens-là, je ne pense pas qu'ils sont venus chercher la vie en Europe. Et j'ai toujours dit par rapport à ça que la vie en Europe, ceux qui viennent, n'est-ce pas, pour chercher la protection, quand ils arrivent ici, je vais décrire ça dans mon ouvrage, quand ils arrivent ici, ils obtiennent de ce que nous appelons le mesure d'accompagnement. Et parmi les mesures d'accompagnement, certes, il y a quand même des frais qu'on leur donne pour permettre à ce qu'ils puissent vivre en entendant la procédure, les examens, n'est-ce pas, de leur dossier. Mais je peux même vous dire que par la vraie, la vie est dure, comme je l'ai dit plutôt, mais du moins l'ADA, qu'on appelle l'ADA, c'est-à-dire aide de demandeurs d'asile, c'est 200 € par mois. 200 € par mois. Je ne sais pas, quelqu'un comme Kimbuta, quelqu'un comme Claudel Loubaya, quelqu'un comme Pierrot Louara, parce que saisir les biens de Pierrot Louara suppose qu'il avait les moyens à Kinshasa. Quelqu'un comme Pierrot Louara, venir ici pour chercher 200 € par mois pendant une année et demie, je ne pense pas. Je ne pense pas en tout cas. Donc il faut cesser d'insulter les gens quand les gens sont ici en difficulté et dire n'importe quoi. Ok, donc moi je pense que c'est important. Il faut commencer à réfléchir d'abord. Réfléchissons avant de critiquer les autres. Donc il y a toujours des motivations qui font qu'il y a des gens qui quittent là-bas pour venir. Mais moi honnêtement, s'il faudrait que je sois clair pour vous dire, s'il faut refaire la vie, je serais beaucoup plus prudent. J'ai même dit à mes enfants, je m'excuse, parce que c'est moi qui vous ai mis dans cette circonstance. Parce que moi, bien avant, mes enfants étaient déjà dehors. Je peux prendre l'exemple de mon fils qui était déjà, ça fait 5 ans, 6 ans, il était déjà ici. L'autre qui est au Canada. Donc, pour dire que s'il faudrait faire partir mes enfants de l'Afrique ici, j'avais ces moyens de le faire très bien. Mais du moins, il y avait une circonstance, il y avait une situation qui a fait que je puisse quitter. Et voilà la raison pour laquelle j'ai abandonné. Donc, ça dit, je ne peux pas abandonner là-bas pour venir ici chercher 200 €. C'est 200 €. Vous qui travaillez en RDC,
je vous demande tout simplement d'être très prudent, de ne pas suivre les mouvements, venir ici quand s'il y a un problème, en tout cas s'il y a une motivation. Si vous vous sentez en danger, je ne vous interdis pas d'essayer de fuir parce que la situation au niveau de la RDC, tout le monde connaît que c'est catastrophique. Il y a l'intolérance, il y a, en tout cas, il y a des persécutions. Il y a des gens qui sont persécutés à cause de leurs opinions, à cause de leur orientation sexuelle, à cause de leur groupement social. Donc voilà pourquoi j'ai toujours dit à tous ces gens-là qui se sentent persécutés, qui n'ont pas la protection chez eux, de voir dans la mesure possible comment ils peuvent, n'est-ce pas, quitter et puis chercher à obtenir la protection. Mais pour ceux-là qui travaillent, en tout cas pour vous qui travaillez là-bas, et que vous avez peut-être $2 000 par mois, je sais, il y a des amis qui touchent $2 000, $3 000 et n'osez pas. Et que si vous sentez que vous n'êtes pas inquiété et que vous travaillez, écoutez, restez là-bas. Ça, c'est le conseil. Cherchez à obtenir un visa. Tu veux venir visiter en tourisme, tu viens, tu visites l'Allemagne, l'Europe, l'Italie. Tu fais des tours, 45 jours. Et actuellement, on vous donne des 90 jours, des 100 jours, des 500, des 5 ans. Obtenez ça et puis voilà, faites des navettes, conservez vos emplois. Parce que même ceux qui travaillent ici souffrent. Ici, les gens ont cette civilité fiscale. Et puis, c'est automatique. Il ne faut pas croire comme chez nous là-bas, en RDC, où les gens ne payent pas les impôts. Vous avez un président qui ne sait pas combien il gagne, parce que pour payer les impôts, pour que vous puissiez payer vos impôts sur le revenu, eh bien, écoutez, il faut savoir déclarer, parce que nous avons un système déclaratif. Donc, si le chef d'État lui-même ne connaît pas ce qu'il gagne, je ne sais pas, il déclare quoi, parce qu'il faut déclarer. Il déclare combien, ça, il faut la question, il faut savoir. Donc, ça prouve qu'il n'a jamais payé ses impôts. Donc, à Kinshasa, nous avons la chance de rester là-bas, d'avoir un salaire et de ne payer rien. Mais ici, il y a les gens qui sont ici disent les impôts sont coupés à la source. Et à la source. Et pour obtenir beaucoup de services dans l'administration, beaucoup des avantages, il faut toujours brandir les déclarations fiscales. Ouais. Vous voulez obtenir une réduction en ce qui concerne les transports, il faut déposer votre dernière déclaration fiscale. Vous allez obtenir une maison à louer, il faut déposer votre déclaration fiscale. Ouais, c'est très important ici. Donc, tout se passe autour de déclaration fiscale. De voir comment est-ce que vous déclarez librement. Ouais, on vous demande votre déclaration fiscale. On vous dit dernier redressement. Dernière déclaration. Donc, tout ce que vous voulez. L'enfant à l'école, on va inscrire l'enfant à l'école, il faut déposer. Voilà le bon système. Donc, si tout le monde est obligé, même s'il ne faudrait pas payer parce que vous n'avez rien, il faut déclarer, même ces zéros-là. Donc, vous êtes obligés, même nous autres qui sommes là, nous déclarons, il faut déclarer. On vous dit, même si vous gagnez zéro, même si vous ne travaillez pas, il faut aller déclarer. Donc, tout se passe au niveau d'un élément déclencheur. Pour obtenir un service de l'administration, il faut déjà prouver que vous êtes répertorié au niveau de fiscalité, au niveau de l'impôt. Nous avons un président, on lui pose la question, tu gagnes combien? Il ne sait pas. Donc ça dit, celui-là, ça prouve déjà qu'il n'a jamais déclaré, il n'a jamais payé les impôts. Mais chez vous là-bas, vous avez la chance. Ça dit, c'est juste un paradis. On vous paye 3 000 €, 3 000 $, on ne retient rien. Oh, rien, alors rien. Une fois j'étais ici, toujours dans le cadre de mes démarches, il y a un service qui me demande, tu viens de Kinshasa, eh bien, écoutez, est-ce que tu peux nous donner les impôts déclarés, des impôts à Kinshasa? J'ai dit, quel impôt? Il me dit, non, tu vois, j'ai dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais payé les impôts. Oh! J'étais étonné. Depuis que tu es né, tu n'as jamais payé les impôts chez toi. Je dis, monsieur, personne. Personne ne m'a jamais. D'ailleurs, c'est nouveau ça, quand vous posez cette question, les impôts. C'est nouveau. Alors, je lui raconte une histoire où j'avais un agent de l'impôt qui est venu pour qu'on travaille sur moi. On a commencé à travailler et puis voilà, nous avons commencé à débattre avec cet agent. Il était prévu qu'on puisse débattre pendant 1 heure de temps, mais en tout cas, je l'ai pris tellement trop de temps, nous avons fait au moins 4 heures de temps. Pendant qu'on discutait, c'est son chef qui l'appelle pour savoir comment est-ce qu'il évolue sur le terrain. Et il répond à son chef, chef,
qu'est-ce que je t'ai fait? Le chef dit, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi toi tu m'as donné les ordres de mission au cabinet des avocats? Mais dis non, pour que tu ailles travailler. Il dit à son chef, le premier cabinet que j'étais allé travailler, on m'a chassé. Cabinet d'avocat, on m'a vraiment chassé. Et je suis tombé heureusement sur le deuxième cabinet. Nous sommes en train de travailler. Il était prévu qu'on puisse travailler pendant une heure. Mais nous sommes dans notre 4 heures de discussion et il est en train de m'enseigner la fiscalité. Donc chef, je ne crois pas que je vais sortir ici avec un résultat. Et le monsieur est sorti sans résultat. Il m'a dit que je ne reviendrai plus. Donc pour dire que c'est difficile pour ces services de travailler à Kinshasa. D'abord parce que les Congolais n'ont pas cette culture fiscale. Il n'y en a pas. Pourquoi? Les Congolais se disent pour les Congolais, quand ils paient les impôts, ça dit que le gouvernement ne va rien faire avec eux. Or, aussi, l'exemple doit venir d'en haut. Nous avons un chef qui n'a jamais déclaré son salaire, qui ne connaît pas combien est-ce qu'il gagne. Eh bien, celui-là ne peut pas déclarer parce qu'on ne peut pas déclarer un montant qu'on ne connaît pas. C'est déjà un problème. Et voilà pourquoi je vous dis que vous avez la chance, vous qui êtes à Kinshasa, quand vous gagnez 3 000, eh bien, écoutez, vous avez la chance parce que vous ne payerez pas les impôts. Et je ne pense pas que vous payez les impôts. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les impôts qui sont payés, fort malheureusement, je vous dis que c'est tellement minoré, ça c'est vrai. Même si vous payez normalement, on va les bouffer, on ne va rien les faire. Mais écoutez, il y a un principe qui dit que les impôts, c'est sans contrepartie. Les impôts, c'est sans contrepartie. Mais moi, j'ai toujours dit, au-delà de cet aspect sans contrepartie, il faudrait qu'il y ait un autre élément moral. Et cet élément moral veut que la personne qui perçoit les impôts doit avoir la redevabilité, c'est-à-dire rendre les comptes. C'est ce que nous appelons bilan. Donc, c'est-à-dire, quand le citoyen paye les impôts et que c'est sans contrepartie pour eux, il y a une contrepartie au niveau moral qui veut que la personne qui a perçu les impôts, la personne qui est appelée à gérer ces impôts, soit à mesure, n'est-ce pas, de rendre le bilan. Et si nous parlons du bilan, dire ce que nous avons fait, pas des promesses, mais ce que nous avons réalisé, je pense que c'est très important. Donc ici, je voudrais seulement vous dire que la vie est très difficile en Europe. Quand vos frères et sœurs vous disent que la vie est difficile, je vois les gens se réveiller à 5 heures. Moi aussi, je suis dans ces bains. Moi qui me réveillais à Kinshasa à 10h, 11h pour aller au travail. Ici, en tout cas, les gens se réveillent à 5 heures du matin. Ils sont déjà en route. Et ils rentrent très tard. Quand ils t'envoient 50 euros, 100 euros, sachez qu'il avait ponctionné ça dans sa souffrance. Voilà ce que moi je pouvais vous dire. C'est un fait purement social. Je ne sais même pas pourquoi j'ai tenu à partager, mais c'est une expérience que je voulais partager avec vous pour vous dire que l'exil est dur. Je suis en train de faire un ouvrage qui est intitulé L'exil est dur. Exactement, je dis, parce que c'est pas facile de quitter brusquement son lieu naturel. C'est pas facile de quitter son village natal et se retrouver dans un coin du monde. Nous avons la chance parce que nous avons quand même un lien linguistique avec là où nous sommes. Nous entretenons, nous échangeons. Ils nous comprennent, nous les comprenons, nous échangeons. Mais je me dis tout simplement, je vois les gens qui arrivent ici ne connaissant pas parler français. Eh bien écoutez, ces gens-là souffrent du pays. Mais l'exil est très difficile. Et une fois je me disais, si du moins je pouvais avoir la possibilité de rentrer et que je serais vraiment assuré, rentrer calmement chez moi, je pense que ça sera mieux. Et mes enfants me disent de me déconseiller parce que ça me tape déjà le système, c'est pas facile. L'exil est dur. Je vous encourage, vous qui êtes à Kinshasa, vous qui n'avez aucun motif de fuir, n'osez pas. Plutôt voir dans la mesure du possible comment bénéficier d'un visa qui pouvait permettre à ce que vous puissiez venir visiter et rentrer. Et vous qui avez des problèmes, vous qui êtes persécutés à cause de vos opinions politiques, à cause de votre orientation, je pense qu'il est important de voir dans la mesure du possible. Allez, merci beaucoup.